Bonjour à toutes et à tous, bonjour Aline. Bonjour Martin, bonjour tout le monde, ça va? Ça va plutôt pas mal, c'est le mois des ponts, c'est le mois dans lequel on fait plein de week-ends jeux, de soirées jeux, dans lequel on a un petit peu moins de temps pour tourner des vidéos, mais quand même, on est content puisque quand on aime jouer, on aime bien avoir des ponts du mois de mai. On se retrouve pour la vidéo numéro 137, la vidéo Les Jeux du Chalet. J'ai failli dire vidéo news, c'était l'ancien nom. Non, c'est plus ça maintenant. Non, on a changé de nom pour correspondre davantage au contenu de cette vidéo, c'est-à-dire les jeux qui sont arrivés au chalet, auxquels nous avons joué et que nous allons pouvoir vous présenter en vous précisant à chaque fois s'ils rentrent dans notre ludothèque. Et vous le voyez. Que fait cette roue derrière nous? Ben oui, c'est le format dans lequel on fait les concours également. Vous avez la possibilité de participer et je sais que vous commencez à avoir l'habitude de regarder si votre nom est inscrit sur la roue, si on va tirer au sort votre nom en fin d'émission, c'est à la fin qu'on tourne la roue. Et il y a plusieurs façons de participer. Alors, première façon, en regardant la vidéo des actus ludiques qui a lieu le jeudi, mais pas cette semaine, c'est une semaine de pont, donc c'est les vacances, il n'y a pas ce format-là cette semaine. Du coup, t'es en vacances jeudi. Alors moi je veux quand même travailler, Ouais, c'est surtout Pénélope qui est en vacances cette semaine. 4 personnes ont été tirées au sort dans ce format, Corentin Brandt, Ludie Chloé, Maxime Leclerc et Lise Borg. Donc ils font partie de la roue, peut-être ils vont être tirés au sort pour gagner cette semaine. On fait gagner les jeux Puzzle Legend, donc à voir en fin d'émission. Deuxième façon de participer, et là il y aura lieu cette semaine, c'est la newsletter. Vous recevez une newsletter dans votre boîte mail, il y a plein de choses à l'intérieur. Il y a des contenus inédits, il y a des petites vidéos qui sont inédites avec beaucoup de vie du chalet à l'intérieur. Surtout cette semaine. Exactement. Il y a 2 vidéos La vie du chalet, une par toi, une par Dorine, barricadée, qu'on remercie d'ailleurs. Oui, alors il Super fallait être chouette. inscrit. Si vous ne l'avez pas reçu, c'est trop tard. Par contre, inscrivez-vous pour la prochaine. Il y a le petit dessin à la fin. Ont été tirés au sort Martin Grand-Genèvre, Clément Ntoiri, Stéphanie Liburni et Maëlou Barus. Ils ont participé au concours qui était dans la newsletter. Et on remercie également les gens qui nous soutiennent sur Tipeee, les gens qui s'abonnent et qui nous permettent de réaliser tous ces formats. On a Là, il ne tiré faut au rien sort faire 4 de noms. particulier, il faut Non. juste nous soutenir sur Tipeee et vous avez la possibilité d'être tiré au sort. Vous avez vu, il y a 4 places, donc ça vaut le coup. Voilà, Eva Vie, Étienne, Johan Goupy et Mister classe. Schopenrage ont été tirés au sort, ils font partie de nos soutiens. J'en profite pour remercier tous ceux qui nous ont soutenus depuis la précédente émission. Donc Antoine Boza, merci à lui, Desdemone qui est ravi de l'arrivée de Pénélope, elle le précise parce que vous pouvez laisser un commentaire quand vous nous soutenez, Céline, Cyrose qui augmente sa participation alors que dans la dernière vidéo il était écrit sur la roue et on l'a pas tiré, il le précise. Ah, c'est super sympa. Style tout jeu, Pierre Bag, Gaston Dubouillon, Didier EH64 qui nous regarde du Pays Basque. Il fait chaud là-bas, je crois, en ce moment. C'est le 64 qui te met l'indice. Ben non, c'est lui qui le précise dans les commentaires. 0666 qui précise qu'il nous suit depuis 3 ans et qui dit qu'il n'apprécie pas tous les formats de la chaîne, mais que la plupart le divertissent. Eh ben non, mais on comprend tout à fait ça. Hein. C'est tout à fait normal. On tente plein de choses et vous savez, nos formats, ils bougent en fonction des périodes. Nous aussi, des fois, on n'est pas super fan de certains formats qu'on fait. C'est le cas du Hit Parade qu'on faisait auparavant et qu'on n'a pas encore repris cette année. Alors qu'on l'aimait bien pourtant on celui-là. aimait beaucoup le contenu, mais on n'était pas forcément le format en lui-même, on ne le trouvait pas suffisamment dynamique, donc on y réfléchit, on l'a pas encore repris, on va le reprendre bientôt. Merci aussi à Anne-Flo et à Maître Chagarou. Merci à tous et merci à notre sponsor Board Game Arena. La plateforme de jeux de société moderne que vous trouvez en ligne et sur laquelle vous pouvez affronter des joueurs du monde entier. T'as mélangé les mots. Et alors, ça marche super Ça bien. marche très très bien. C'est Et la alors, raison pour laquelle faut vous pas pouvez jouer. toujours dire les mêmes phrases dans le même ordre. Oui, mais on joue à des jeux de société modernes. Le moderne, il est arrivé à ce moment-là. Non, mais ça va, tout le monde a compris. Vous avez Mais compris. évidemment que les gens ont compris. Et cette semaine sur Board Game Arena, il y a 2 jeux qui sont arrivés. Spot, un petit jeu de dés, mais surtout Acropolis. Je dis surtout parce que c'est un jeu qui a énormément fait parler de lui l'année dernière, qui a remporté l'As d'Or, le jeu de Jules Messot, publié par Gigamic. Et c'est l'occasion de participer notamment à notre tournoi, puisque nous organisons des tournois Board Game Arena chaque semaine. Et cette semaine, c'est sur Acropolis. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez jouer avec nous. Et on commence, comme chaque semaine, par les jeux qui sont arrivés au chalet. Donc on en a reçu quelques-uns. Il y en a certains sur lesquels nous allons nous attarder dans cette vidéo, puisqu'on va vous les présenter plus en détail. C'est le cas des 4 qui sont devant toi. Oui, c'est pour ça qu'on va les poser sur le côté. On vous parle de Zero Hero, de My City, le Roll & Ride, d'Applejack et de Marrakech tout à l'heure dans la vidéo news. Les 3 autres petits jeux qui sont sur la table sont des jeux qui viennent d'arriver en boutique. Alors c'est le cas de Cryptid notamment. Cryptid, c'est un petit jeu qui se base sur l'univers du Cryptid que vous connaissez peut-être, qui est un jeu de déduction extrêmement malin, très ingénieux, dans lequel on essaye de deviner l'emplacement du monstre sur une carte en fonction des indices que vont nous donner nos partenaires de jeu. Cette fois-ci,
c'est Cryptid Légende urbaine. Alors, vous voyez, c'est une beaucoup plus petite boîte. Mais c'est une version 2 joueurs aussi. Ah, c'est une version également 2 joueurs. C'est signé Ruth Weavers et Al Duncan, illustré par Quenchai Moria. Et rien à voir. Cette fois-ci, il y a un joueur qui va jouer le rôle du scientifique qui essaye de trouver où se situe la bête, où est-ce qu'elle se déplace, et un joueur qui joue le rôle du Cryptid. Donc on n'est pas du tout dans la même catégorie de jeu, c'est presque rigolo finalement d'avoir repris ce nom-là pour en faire un jeu un petit peu différent. On se doute que c'est le même éditeur, donc il y a aussi envie de surfer sur la vague. On vous le présentera peut-être dans une future vidéo, on n'y a pas encore joué pour tout vous dire, donc on est très curieux de le découvrir. Ça sort cette semaine. Et ben moi j'ai joué à Carte Aventure à Versailles, j'ai déjà fait 3 fins possibles. Oui. Et j'ai drôlement bien aimé en fait. On incarne Julie d'Aubigny, c'est une jeune femme qui est promise à un noble plus vieux qu'elle. Elle a absolument pas envie. Elle a plutôt envie de faire de l'escrime. Elle a l'habitude de porter soit des vêtements féminins, soit des vêtements masculins. Et ça va être un des ressorts du jeu, puisqu'à chaque fois qu'on va rencontrer quelqu'un dans ce siècle de Louis XIV à Versailles, eh bien on va avoir le choix de s'habiller en homme ou en femme. Et selon sa décision, des suites narratives vont avoir lieu. Alors c'est toujours un jeu qui a été imaginé dans son concept par Thomas Dupont. C'est Peggy Chassenay qui a travaillé sur ce scénario en particulier. C'est illustré par Guillaume Bernon et Jeanne Landard. Et comme d'habitude, c'est publié par Blam. Et pour terminer, on a devant nous Pacha Kuna. C'est un jeu qui est sorti il y a quelques temps. Ça fait un moment que je l'ai au chalet, moi, en réalité, parce que c'était un jeu proposé en financement participatif. Je me suis lancé dessus. À l'époque, pour l'anecdote, je l'ai reçu et je l'ai rangé et j'ai complètement oublié ce jeu. C'est-à-dire que je n'y ai jamais joué. Et là, qu'est-ce que je vois ? Il est dans la liste des sorties. Il est localisé en France par Intrafin. C'est signé par Moreno Vogel et Stéphane Kraft. Les illustrations sont de Johanna Tarkela, et c'est un jeu de stratégie pour 2 joueurs uniquement dans lequel on va déplacer des lamas sur des petites routes de montagne. On est des vendeurs ambulants qui amenons de la laine, donc c'est très stratégique. On a un plateau très original et modulaire derrière. Dis-moi qu'il y a des petits meeple lamas. Alors oui, il y a des meeple lamas à l'intérieur. Et oui, Aline, on va y jouer, puisque, pas dans cette émission, mais du coup, il vient de sortir, on a envie de savoir comment ça fonctionne. Vous avez sans doute envie de savoir à quoi ça fonctionne également. Bon, on va tous les deux faire le lama, qu'est-ce que tu crois ? On pourra chanter du Serge Lama. Donc celui-ci, on vous en reparle très bientôt dans de futures vidéos sur notre chaîne. Cette semaine, bonne nouvelle, le jeu Applejack arrive dans nos boutiques françaises. Il est localisé, distribué par Intrafin. Le jeu était disponible depuis la fin de l'année dernière en version allemande notamment. C'est un jeu qui est signé par Uwe Rosenberg, illustré par Lucas Sigmund. Toujours les jeux que fait Rosenberg, je suis assez attiré en général par ses mécaniques, même quand elles sont très simples, même quand ce n'est pas le meilleur de ces jeux. En général, je prends quand même parce que je sais que je veux prendre du plaisir à y jouer. Et celui-ci, alors c'est un jeu qui ne paye pas de mine, parce que là sur la table vous n'avez pas un matériel qui est incroyable, vous avez des petits plateaux qui sont assez fins, qui gondolent même un petit peu pour ce qui est du mien. Mais derrière, il y a une mécanique de jeu qui n'est pas non plus d'une originalité folle, mais que moi j'aime bien ce genre de jeu, donc je suis ravi de pouvoir vous le présenter et de vous inciter peut-être à le découvrir si vous avez les mêmes goûts que moi. Le principe, c'est qu'on va constituer une pommeraie sur notre plateau, on va prendre des tuiles, on va le recouvrir entièrement, on fera attention bien sûr en les posant, et à la fin de la partie, on va regarder qui d'entre nous a le plus de miel, c'est le miel qui constitue les points de victoire. Voilà, c'est à la fois les points de victoire, mais c'est aussi la monnaie du jeu, puisque le principe c'est qu'on va récolter une tuile à chaque tour de jeu qu'on va poser sur notre plateau, et on va dépenser du miel pour prendre cette tuile. Tu es la première joueuse, donc tu vas choisir une des tuiles qui est située des 2 côtés du dé. Le dé c'est le pion commun, et là on retrouve un petit système qui fait un petit peu penser à Patchwork, c'est qu'on a un seul pion qui va tourner autour du plateau, on va pouvoir prendre à chaque fois les tuiles qui sont situées autour. Je prends cette tuile parce que je peux la poser ici, on est d'accord ? Voilà, cette tuile, elle a une valeur de 4 en ruche, donc tu dois dépenser 4 pour pouvoir la prendre, donc ça tu les rends tout de suite. Hop. Voilà, c'est bien. Et maintenant tu vas pouvoir reprendre 4, parce que à chaque fois qu'on pose une tuile, si jamais il y a 2 ruches qui sont adjacentes l'une à l'autre, et là c'est le cas ici, oui, on va prendre mais le plus petit numéro, ouais. C'est-à-dire que là c'est un 4 et un 4, donc tout va Parfait. bien. Tu récupères 4. Si jamais ça avait été un 4 et un 7, tu aurais récupéré que 4, et donc il y a un peu de gaspillage, on sera obligé de le faire de temps en temps. Ensuite, on avance, on voit que toi tu as un rond, moi j'ai un triangle, donc à chaque fois que je suis positionné sur un triangle, on sait que c'est mon tour de jouer, on ne va pas se perdre dans le jeu. Là c'est pour le mode 2 joueurs, il y a un autre plateau de l'autre côté pour jouer à plus nombreux, évidemment c'est pas un jeu purement 2 joueurs. Aussitôt j'ai le choix. Un petit peu moins de choix du coup. Mais ouais, mais par exemple moi je peux prendre le 7 en me disant là je vais rien récolter, mais je le mets bien au milieu parce que peut-être plus tard je vais mettre des 7 aussi à côté pour essayer de gagner du miel en pagaille. Et donc là, tout de suite, j'ai moins de miel.
mais je vois Un choix. l'avenir. Et là, on remarque qu'ici, il n'y a déjà plus rien dans cette colonne-là. C'est une des façons de renouveler le plateau. Quand il n'y a plus qu'une seule tuile autour du dé, on va remettre une tuile dans chaque colonne. Donc il y a des colonnes qui en auront beaucoup, d'autres qui en auront moins. Après, c'est à toi de jouer. Tu vas prendre une autre tuile, tu vas continuer à constituer ton petit Mon petit verre. pommeret. Ton pommeret, on dit une pommeret, Ouais, non? oui. Et donc là, par exemple, je ne sais pas ce qui pourrait t'intéresser. Oh, il y a un œuf, mais il coûte très cher. Hein. Mais par contre, il y a plein de pommes dessus. Ça peut être super intéressant de le prendre. Je vais faire ça, je paye 9. Et tu le poses. Alors voilà, là, on va éviter de coller, on prépare l'avenir. Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir plein de pommes dessus? Parce que vous voyez qu'un petit peu plus loin, sur le plateau, de temps en temps, quand on va avancer, on va passer des pommes. Et dans ce cas-là, on va regarder la couleur de la pomme qui correspond. Pour le moment, celle-là, j'en ai pas encore. Toi, tu n'en as pas encore, mais si jamais on passait une pomme verte foncée comme celle-ci, là, tu en as une. Alors là, on peut aussi gagner du miel, parce que vous avez bien compris que sinon, au bout d'un moment, on ne va plus avoir de miel, même en reposant des tuiles, vu qu'on les a payées, on ne va plus s'en sortir. On gagne du miel quand on passe ces pommes-là, en fonction du nombre que tu as dans chaque zone que tu as, dans des zones de tuiles adjacentes. Ici, tu en as une, moins la valeur du dé. Parce qu'on va faire plusieurs tours de plateau en réalité, et le dé va augmenter à chaque fois. Ce qui fait que plus on avance dans la partie, plus il faut avoir de grandes zones. Donc là, 0 pour celle-ci. Mais le tour suivant, quand on aura passé ces deux pommes-là, ici tu en as 2, et là tu en as 2, 2 moins 1 et 2 moins 1, ça fait 2. Ça fait 2 au total. Donc tu prendrais 2 petits miels en plus, ce qui t'aide à acheter d'autres pommes et d'éviter d'être obligé de prendre une tuile pour la placer du côté des moutons, parce que c'est pas très intéressant, on n'agrandit pas ces zones, ça nous permet de regagner 2 miels, mais bon, on préfère agrandir nos zones pour avoir un maximum de points de victoire, puisqu'à la fin de la partie, on va de nouveau récolter, de faire une récolte pour tous les types de pommes, et forcément, on va essayer d'avoir le plus de points de victoire pour battre ses adversaires pendant la partie. Forcément, il y a un petit côté puzzle qui est très important dans ce jeu. Et vous voyez qu'il n'y a pas que des pommes, il y a aussi des petites fleurs, parce qu'au bout d'un tour, quand on va passer la petite fleur qui est ici, on va récolter autant de miel qu'on a de petites fleurs posées sur les tuiles de son plateau. Ah, il paraît que les abeilles aussi vont polliniser, vont prendre du pollen, ouais, exactement. Ouais. Donc voilà, c'est un jeu qui est très simple en réalité, parce que là on vous a quasiment expliqué tout le jeu, tout son fonctionnement. Vous voyez que c'est vraiment pas très complexe à comprendre. Après, derrière, il va falloir essayer d'anticiper, il va falloir aussi bien observer. Et là, on reconnaît la particularité d'Uwe Rosenberg. Il a tendance aussi à faire des systèmes de partage des tuiles, de récupération que l'on peut anticiper. C'est là qu'on voit le petit côté patchwork. Ouais. Où tu sais que oui, ok, je vais avancer, je vais prendre cette tuile-là, mais dans 3 tuiles, j'aurai la possibilité de prendre telle autre. Il faut que je prévoie d'avoir suffisamment de miel à ce moment-là. Et c'est ça que j'aime beaucoup, moi. Alors moi, j'ai bien envie d'y jouer parce qu'en général, les jeux d'Uwe Rosenberg, ça me parle bien, j'aime bien. C'est un jeu, vous l'avez compris, qui rentre dans ma ludothèque. Que je vous conseille si vous avez les mêmes goûts que moi, parce que vous ne attendez pas à être ébouriffé par des mécaniques très surprenantes et inattendues. C'est assez classique. Moi, je trouve que ça marche bien. Et je précise que j'aime particulièrement jouer à ce type de jeu à 2 joueurs uniquement. Ah, j'allais dire avec moi. Oui, avec toi, évidemment. Comme ça, tu gagnes. Non, on peut y jouer de 1 à 4. Moi, c'est mon type de jeu pour 2 joueurs. Donc, c'est dans cette configuration-là que je le préfère. Mais à vrai dire, je ne joue pas dans d'autres configurations. Donc, je sais juste que ça va durer un petit peu plus longtemps avant que son tour revienne. Et quitte à faire, je préfère jouer à d'autres types de jeux quand on joue à 4. On vous présente maintenant My City Roll & Write, c'est un jeu de Rainer Knizia, ça arrive chez Yellow en France et vous le connaissez sûrement parce qu'on a son grand frère juste à côté. Voilà, vous connaissez le grand frère plus directement, c'est un jeu dans lequel on construisait notre cité avec un aspect très legacy parce qu'on a un autre plateau en début de partie qu'on va améliorer au fur et à mesure des parties en rajoutant des petits stickers dessus. Oui. Complexifié d'ailleurs, parce que je suis pas sûr qu'on l'améliore vraiment. En fait, il y avait 2 choses déjà, il y avait un système d'enveloppes, des épisodes avec à chaque fois des petites enveloppes qu'on ouvrait et qui rajoutaient du contenu et on avait ce petit côté surprise de découvrir ce qu'il allait avoir et comme tu le disais, le plateau allait évoluer avec des petites choses qu'on allait rajouter dessus. Donc celui-ci il est tout vierge, c'est un plateau de début de partie qui n'a pas du tout évolué, mais hop, quand on le fait évoluer, il y a des éléments qui vont se coller dessus, il ne faut pas vous les montrer puisque si vous jouez au jeu, il y a le côté découverte qui est vachement important. Oui, le plaisir de la découverte des nouveaux éléments, de ce que ça va apporter dans la règle. Et donc, tu spoiles pas, c'est mon plateau ? Non, c'est Québec. Ah oui, c'est pas moi, ça, c'est Ludovic ça. Oui, on y a joué avec Ludovic Maublanc également. C'est un jeu qu'on avait beaucoup apprécié. On était très contents d'y jouer. On n'a toujours pas fini d'ailleurs parce qu'on prend beaucoup de temps on a toujours des trucs à faire. Et celui-ci, on ne l'a pas abandonné. On a toujours envie de le continuer. Oui, parce que les parties sont très rapides. Généralement, ça se joue en 15-20 minutes. Il faut installer aussi le matériel. Et ça va être la différence avec cette nouvelle version Roll & Write. C'est que cette fois-ci, c'est un bloc DD. On prend un stylo et c'est parti.
Le jeu reste globalement le même, c'est-à-dire qu'on va avoir la même règle du jeu qu'on va vous expliquer rapidement, et on va avoir à chaque fois une évolution dans les chapitres avec des nouvelles règles qui vont se rajouter. C'est la première remarque, c'est très proche en termes de règles du jeu de base. La grande différence, c'est que dans ce jeu-là, on avait des cartes qui nous indiquaient quel polyomino on allait placer sur notre plateau. Ouais. Cette fois-ci, il n'y a pas un tirage à partir de cartes, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir deviner à l'avance la forme qui va tomber, c'est un lancer de dés qui va la définir, et de ce fait, on est tributaire de ce qui va arriver, on ne maîtrise pas tout. Ouais, parce que quand tu dis deviner, sur la version de base, on avait chaque joueur tous les polyomino devant nous, et plus on avançait dans la partie, moins il en restait, plus le paquet de cartes s'amenuisait, et donc on pouvait déduire et se dire, ok, je prends le risque de continuer parce que je vais peut-être avoir le bon polyomino. Là, on va peut-être faire 10 fois la même forme pendant une partie, parce que c'est du lancer de dés. Le lancer de dés est très simple, on lance, on va avoir 2 dés qu'on va coller ensuite avec les petites formes ici qui vont nous donner la forme, et on va avoir un 3e dé qui va nous donner cette fois-ci le type de bâtiment que c'est. Il y a 3 types de bâtiments, les striés, les rayés, les en croix et les pleins, et ça évidemment, même si sur la première partie ça sert à rien, ça va avoir de l'importance plus tard. Donc on va noter, chacun va écrire cette forme-là sur sa petite feuille individuelle, on va essayer de le placer, parce que dès qu'on n'arrive plus à placer un bâtiment, c'est problématique, on va marquer des points en moins en fin de partie, ou alors on va décider de s'arrêter. Et les cases vides qu'on a laissées vides donnent des points en moins également, les pierres qui sont sur le plateau donnent des points en moins, les arbres à l'inverse, si on les laisse visibles, donnent des points en plus. Et donc c'est noté ici, là tu viens d'expliquer la règle de la partie de base du premier chapitre de l'épisode 1. Alors ça serait un peu répétitif si on jouait que comme ça, mais vous avez un gros bloc-notes avec plein de petites fiches à l'intérieur qui vont vous permettre de faire évoluer les règles. On commence par la première parce que c'est très simple, on comprend les enjeux, et on peut jouer directement. Sur la dernière, on va regarder très rapidement. Vous allez avoir pas mal de règles qui vont être fastidieuses si vous commencez directement par celle-là, mais des règles qui sont introduites au fur et à mesure de la partie, qui sont à peu près les mêmes d'ailleurs que celles qui sont dans la boîte de base. Ouais. Ça reprend les mêmes idées, elles fonctionnaient bien, donc on comprend pourquoi. On retrouve les mécaniques du jeu de base avec cette simplicité d'avoir juste un petit bloc-notes, de pouvoir le sortir directement très rapidement, et le petit avantage qu'on a dans cette version-là, c'est aussi que vous allez pouvoir rejouer beaucoup plus facilement, alors que dans cette version de base, une fois qu'on a collé des stickers, c'est difficile de refaire la première histoire. Et même plus que ça, c'est qu'imaginons demain, il y a quelqu'un qui vient à la maison, toi tu as envie de jouer, tu peux l'intégrer aussi à la partie, même si c'est pas le premier chapitre, parce que il suffit de prendre une des feuilles du bloc-notes, il y en a plusieurs, il y en a plus que 4, que le nombre de joueurs en tout cas, je crois que ça va jusqu'à 12. Et elles sont à chaque fois recto verso. Tu peux les photocopier, il n'y a vraiment pas de problème. Tu peux faire essayer le joueur. Et comme tu dis, sur le côté MyCity de base, on ne pouvait pas intégrer un autre joueur parce que la partie était déjà avancée. On avait son Il faut racheter la boîte, carrément. En fait, si tu veux rejouer après avec d'autres joueurs derrière, tu es obligé de racheter la boîte. Donc ça, c'était à la fois l'avantage, parce que moi, je trouve que ça crée quelque chose d'unique en réalité dans les jeux. Il y a beaucoup de joueurs qui n'aiment pas ça parce qu'ils veulent pouvoir ressortir en permanence leur jeu de société. Je le comprends parfaitement. Mais nous, qui en avons beaucoup aussi, on est content d'avoir un objet un peu unique qui nous a pris pas mal de temps, finalement. Oui. Alors, avant de passer à mon avis, je rajoute une chose, parce qu'on a parlé très mécaniquement de nouvelles règles qui s'ajoutent. Il y a aussi dans le livret du jeu, en fait, à chaque fois un petit texte qui va raconter une histoire. Donc on a quand même ce petit côté, les églises ont arrivé, les choses comme ça. Donc ça permet de se plonger un peu plus dans l'histoire. Tu peux, mais vous l'achetez pas pour l'histoire. Non, c'est pas un jeu narratif. Voilà, sinon c'est un roll and ride, donc il y a une part de hasard. Et là-dessus, moi j'avoue que je suis beaucoup plus attiré par le côté magique du jeu de base, dans la mesure où j'aime bien manipuler les formes en fait, mais je reconnais que c'est pas du tout le même objet. Là, celui-ci, vous le glissez pas dans votre poche, vous l'emmenez pas partout. Il y a vraiment des avantages dans cette version-là, ne serait-ce que la simplicité de pouvoir le ressortir et d'y jouer avec davantage de joueurs. L'inconvénient, ce qui me plaît moins, moi, c'est vraiment le côté dans cette dé, je maîtrise rien. Là, en tout cas sur les toutes premières parties, on est tellement tributaire du hasard que ça, à titre personnel, c'est en fonction de mes goûts, ça me plaît un petit peu moins qu'un jeu qui est basé sur un tirage de cartes. Je préfère les flip and white de manière générale au roll and white, les jeux où on tire des cartes plutôt que ceux où on lance des dés. Par contre, moi, le jet de dés, ça crée quand même une petite tension. On l'a vu là dans mon parti, à base de « Allez, vas-y, fais-moi une ligne de 4, s'il te plaît, une ligne de 4. » Tout à l'heure, il a dit ça, il a fait exactement ce qu'il voulait. C'est dommage, on l'a pas filmé. Il voulait qu'on filme. Par contre, moi, c'est pareil, j'ai beaucoup aimé le jeu de base. Là, je suis même un peu déçu de retrouver les mêmes règles, en fait, parce que finalement, je me replonge dans le jeu de base, dans une version roll and ride. J'aurais peut-être aimé quelque chose d'un peu différent. Je sais pas si c'est un défaut ou pas, mais c'est vrai qu'il aurait pu partir sur un autre univers. Pour moi, qui ai connu et bien aimé le jeu de base, j'ai l'impression que ça fait redite. Oui, c'est vrai. Donc voilà, c'est un petit jeu. On est plutôt en train de le conseiller en réalité parce que c'est chouette. On a pris beaucoup de plaisir à jouer. C'est ce que tu remarquais en le présentant. Tu te dis,
trouve ça dommage sur certains aspects, mais en vrai, j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer. Moi, je le mets pas dans ma ludothèque parce que j'ai déjà le jeu de base auquel j'ai joué et du coup, j'ai pas l'intérêt de le refaire. Par contre, oui, je peux vous le conseiller si vous connaissez pas le jeu de base ou si vous avez un petit peu ce côté nomade qui vous plaît. Et encore une fois, les parties sont vraiment chouettes, l'ambiance autour de la table avec la tension des jets de dés est présente, les règles marchent bien. Donc, c'est un bon jeu qui souffre pour moi juste du fait d'être le petit frère d'un jeu encore meilleur. On vous présente Zero Hero, qui est un jeu de Klaus-Jürgen Wrede et de Ralf zur Linde, qui est édité par Piatnik et qui est un petit jeu avec des pastilles Vichy. Ah, tu crois que c'est des pastilles Vichy, vraiment? Ou des tic-tac. Je sais pas, des pilules. Il y a des pilules à l'intérieur. C'est un jeu de cartes plutôt original dans la mesure où on est vraiment dans la catégorie des jeux de cartes de collection. On va collectionner des cartes, on va marquer des points en fin de partie. Je vous explique directement le scoring final. À la fin du jeu, on va compter uniquement les cartes quand on a fait une collection d'une seule carte. Si on a une seule carte devant soi, comme ce 4. Et en plus, c'est un 4. Ouais, ça vaut 4 points. Si j'arrive à avoir 3 cartes de la même couleur, comme c'est le cas ici, c'est chouette, je vais multiplier les 2 plus grosses cartes. Donc le 4 x 2, ça va me faire 8 points. Super. Les jetons, ils nous servent à rien. On a 3 jetons en début de partie. Ça nous sert à rien, ça nous sert juste de monnaie pendant la partie. Et si jamais on a des collections... Quand tu dis ça sert à rien, ça veut dire ça va pas nous rajouter des points à la fin de partie. Non, ça peut permettre, je suis même plus sûr, mais je crois que ça départage les égalités. Si on a des collections de 2 ou 4 cartes, on peut les remettre à la poubelle, elles ne vont pas servir. Dernier scoring, le joueur qui a le plus de 0 va marquer 5 points en fin de partie. Vous voyez que sur ces cartes-là, il y a aussi des petits effets qui sont bien pratiques, pas que sur les cartes 0. Il y a des effets qui sont bien pratiques en cours de partie, mais c'est tout pour le scoring. Donc on va faire des collections assez simples. Alors comment on va prendre les cartes pour pouvoir jouer? On dispose de 3 petites pilules ici. On va pouvoir dépenser les pilules pour acheter un tas, mais il faudrait qu'il y en ait 3. Là, je peux encore rien faire. Oui, on dépense autant de pilules qu'il y a de jetons devant. Du coup, je vais décider que j'essaye de faire baisser le prix de ce paquet-là et j'en prends un. C'est mon action pour ce tour, c'est à toi. Voilà, vous l'avez compris, votre action c'est soit prendre un paquet, soit prendre une pilule. Donc au début, on prend des pilules. Hop! Et bien ça y est, j'ai ce qu'il faut. Donc je dépense les 3, je les laisse en dessous, je prends mon paquet et on va remettre 2 cartes. 2 nouvelles cartes. Et là, on voit que... j'ai 2 actions. Oui, tu fais bien les actions. Une action qui consiste à prendre une carte face cachée que tu rajoutes. On a déjà une carte face cachée en début de partie. Une deuxième action qui te permet d'échanger avec les cartes d'un autre joueur. C'est très bien, je vais faire ça. C'était un exemple, ces cartes-là, je ne les avais pas vraiment. Donc voilà pour le principe du jeu. C'est très simple. Tu as pris très cher parce que tu n'as pas attendu qu'il y ait peu de pilules devant. Il y a plusieurs stratégies. Il y a un 0, ça vaut le coup. J'ai trouvé que ça valait le coup. Ça me permettait de récupérer ton 4. Franchement, c'était bien dépensé. Il y a un petit côté stop encore. Soit on attend que le prix baisse suffisamment pour ne pas dépenser trop de pilules et en garder devant soi. Ça y est, pilule, c'est rentré, quoi. On va appeler ça comme ça à chaque fois. Soit on paye très cher parce que le paquet est trop intéressant, ce qu'on ne sait pas trop en début de partie. C'est plus ça va évoluer, plus on va savoir si ce sont pile les cartes qui nous manquent. Et ça, c'est des petits dilemmes que moi j'aime bien. En général, quand on a ce genre d'aspect, est-ce que j'attends, est-ce que j'achète? Là, ça crée une petite tension autour de la table. On a également 10 cartes qui sont en fin de paquet, je les ai mal mises, mais les 10 dernières cartes, elles indiquent la fin de partie. À partir du moment où on a fini le paquet, dans les dernières cartes, il y a éventuellement des symboles drapeaux. Et là, dès qu'on tire un drapeau, la partie s'arrête immédiatement. Donc on ne sait pas exactement quand la fin de partie va avoir lieu. Ça, c'est une petite pression, c'est un suspense. Ça fait Avoir 4 cartes de la même couleur, ça ne sert pas à grand chose, donc on pourrait s'attendre à ce qu'un joueur ne prenne pas la 4e carte, mais d'un autre côté, vous l'avez vu, il y a la possibilité d'échanger des cartes avec un autre joueur sur certains effets, donc prendre sa 4e carte, si jamais parfois on arrive à la redonner à quelqu'un d'autre, c'est pas absurde. Ou mettre une 4e carte chez quelqu'un. Ouais, faites bien aussi. On n'est pas sûr du tout de ce qui va se passer, on peut se pousser à faire des bêtises, c'est clairement le genre de petit jeu qui crée de l'ambiance autour de la table. On vous l'a présenté. La grande question, c'est est-ce qu'il rentre ou pas dans notre ludothèque? On n'a pas fait suffisamment de parties pour se prononcer. Pour le moment, tu avais plutôt favorable. Moi, j'ai trouvé ça très très chouette. C'est vraiment un bon petit jeu de cartes pour l'été, avec un système de scoring qui est plutôt sympathique, un système d'échange qui est plutôt sympa, une mécanique solide. C'est plutôt un bon petit jeu. Moi, j'ai vraiment envie d'y rejouer. Après, il va falloir qu'on voit avec les joueurs. Vous savez, il y a plein de jeux de cartes en ce moment qui paraissent parce que l'été s'approche. Et que certains sont vraiment super. Les gens vont avoir envie de taper le carton pendant cet été. Donc de ce fait, quel sera celui que vous allez choisir? Est-ce que ça sera Zero Hero? Est-ce que ça sera Trio également, qui rencontre un gros succès au chalet? On le voit sortir tout le temps Trio. Ça fait partie des jeux qui sont candidats à être le jeu estival. Ça s'appelle donc Zero Hero. C'est un jeu qui est signé par Klaus-Jürgen Wrede et c'est publié par Piatnik.
présent un vieux jeu, d'une certaine manière, puisqu'il est sorti il y a maintenant pas mal d'années, mais il y a quand même une actualité autour de ce jeu. Il ressort dans une nouvelle version, vous voyez la nouvelle boîte de Marrakech. C'est toujours un jeu de Dominique Erard. L'illustrateur, cette fois-ci, c'est Jonathan Auconte, et c'est toujours publié par Gigamic. Et c'est un classique de toute bonne ludothèque, puisque c'est un jeu qui avait remporté l'As d'or il y a maintenant pas mal d'années. On s'est dit que ça valait la peine de vous le remontrer pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Quand on a reçu le carton et qu'on l'a découvert dedans, franchement, ça fait remonter des tas de souvenirs de parties avec nos enfants quand ils étaient petits. C'est ce genre de jeu dont on sait qu'on a fait plein de parties et qui nous rappelle à la fois le jeu lui-même, mais aussi des moments de notre propre vie. Je pense que c'est notre mission aussi de présenter ce type de jeu, parce que c'est peut-être des jeux à côté desquels on passe quand on rentre dans une ludothèque, que peut-être vous ne connaissez pas si vous suivez le monde du jeu depuis pas très longtemps, mais c'est des classiques, et les classiques, je pense qu'il y a vraiment un intérêt à les mettre en avant également. On est sur un marché de tapis et notre personnage Assam va se déplacer et c'est lui qui va nous amener à positionner nos différents tapis. Donc chaque joueur commence avec un paquet de tapis différents. Là on va vous expliquer comment ça fonctionne à 3 joueurs. On est 2 à 2 joueurs simplement. Les joueurs ont 2 couleurs chacun et vont les mélanger et vont les poser. Je prends violet du coup. Mais là on fait comme si on jouait à 3, c'est plus simple pour vous expliquer le jeu. Le principe d'un tour de jeu est très simple. On va choisir dans quelle direction Assam va se déplacer, donc soit en face de lui, mais on peut aussi l'orienter vers sa droite ou vers sa gauche, donc je choisis de le mettre dans cette direction-là. Ensuite, on lance le dé, et on va voir sur quelle case on va tomber. Au début du jeu, il n'y a pas beaucoup d'incidence. 3. Justement, 3. 1, 2, 3. Et là, aussitôt, sur l'emplacement où on vient de se positionner, on va pouvoir mettre un tapis. Hop, au début, c'est assez simple, puisqu'on peut le mettre n'importe où, puisqu'il n'y a pas encore de tapis adverse. La seule consigne, c'est qu'on ne pourra pas recouvrir complètement un tapis, quelle que soit sa couleur. Après, je vais le faire descendre. Après, c'est à toi de jouer. Hop, il va se déplacer de 2. Et là, tu déplaces. 1, 2. Tu peux poser ton tapis. Je vais poser mon tapis ici. Donc moi, ensuite, si je me déplace uniquement de 1, j'ai la possibilité de recouvrir ton tapis. Si toi, plus tard dans la partie, le personnage s'est beaucoup déplacé, on a mis plein de tapis. Si à un moment, tu décides de t'orienter par là en te disant ça serait quand même bien le diable que je fasse 3, et que, pas de chance, tu fais 3, dans ce cas-là, tu tombes sur mon tapis et tu es obligé de me payer une somme qui va correspondre au nombre de cases de la zone. Donc là, cette zone-là, elle fait 2, donc tu me donnes 2 pièces. Les pièces, c'est un point de victoire en fin de partie. Attention, si un joueur ne peut plus payer, il est éliminé aussitôt, c'est une façon de perdre la partie. Donc il faut quand même faire attention. Au début du jeu, c'est facile. Bah oui, mais c'est pour ça qu'il va falloir qu'on constitue des zones plus ou moins grandes, parce que plus on va être sur une zone qui est conséquente, plus on va devoir payer de l'argent, et donc si c'est à nous qu'on donne autant d'argent, c'est trop chouette. Oui, voilà, donc on essaie de faire des grandes zones. Mais attention, si on fait de très grandes zones au début, c'est peut-être très très chouette, mais en même temps, il y a un risque à prendre. Parfois, ça peut être stratégique d'avoir des morceaux éparpillés au début, et puis d'essayer après de les reconnecter de manière subtile et stratégique et inattendue. Oui, bien sûr. Surtout quand on joue à 3 ou 4. J'ai eu peur, j'ai cru cette phrase, tu disais surtout quand on joue avec moi. Non, pas du tout. Mais quand tu joues à 3 ou 4, des fois, tu attires l'attention quand tu as une grande zone qui pose problème à tout le monde et l'animosité des autres joueurs, alors que si tu as disséminé tes tapis un petit peu partout, ça peut donner l'impression que tu joues mal, tu te fais oublier à la fin de la partie, waouh, c'est la victoire. C'est des petites stratégies très simples, c'est des stratégies de comportement autour de la table. Du coup, on va pas faire durer le suspense, on connaît le jeu, on en a déjà fait plein de parties. Moi, il rentre dans ma ludothèque, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est un classique des jeux de société. Alors la surprise aussi, c'est le nom du jeu Marrakech. Ça fait longtemps qu'il existe, mais on sait qu'il y a d'autres jeux qui s'appellent Marrakech maintenant. Je me demande toujours comment c'est possible que des éditeurs prennent le nom d'un jeu qui existe déjà pour en faire un autre jeu et peut-être entraîner de la confusion pour ceux qui vont acheter les jeux, parce que l'autre Marrakech, c'est une très grosse boîte, hein. D'autant plus que les jeux n'ont rien à voir, donc j'espère que personne ne va se tromper en prenant le mauvais jeu et se retrouve par exemple avec celui-ci pour une soirée gros jeu. Écoute, il y a quand même un peu de réflexion, hein, tout va bien. Oui, enfin bon, c'est pas tout à fait la même catégorie. On arrive à la fin de cette émission, on espère que vous a créé quelques envies de découvrir des jeux de société, parce que on va avoir du temps sur ce mois de mai. Et c'est le moment de tirer au sort le vainqueur des 3 petites boîtes de Puzzle Legend. On rappelle ce dont il s'agit.
Ce sont des jeux qui sont signés par Johan Levé, publiés par Blue Orange, avec 3 illustrateurs différents. Élise Catros sur ce jeu, Jérémy Consado sur celui-ci et Jonathan Auconte sur la 3e boîte Sherlock Holmes, avec 3 thèmes différents. Robinson, Sherlock Holmes on a dit, et Merlin. Des petits casse-têtes. Des petits casse-têtes, mais qui sont également narratifs, avec des difficultés croissantes dans les énigmes qui vous sont proposées. Il va falloir placer des objets pour résoudre les petites énigmes. Voilà, des petits puzzles. Le terme puzzle correspond au casse-tête, on vous l'a expliqué pas mal dans tous nos formats différents. Et c'est le moment de tourner la roue. Attention Aline, il y a une case chocolat. C'est une bonne nouvelle. Ma préférée. Ça veut dire que tu mangeras un morceau de chocolat. Celle qui n'est peut-être pas ta préférée, c'est la case sortir immédiatement Oh, mais de la c'est pièce. toi qui sors de la pièce. Ah non, c'est toi qui tournes Non, la roue. c'est toi Ah mais qui non, sors. t'as un avantage, t'as un inconvénient, c'est à toi de bien tourner la roue. Ok, je suis prête. Ah là là, on est parti pour une demi-heure. C'est pour le suspense. Voilà, les gens ne voient rien. Ils connaissent leur couleur. Et c'est Lise. Non. Ah mon Dieu. Attention. Ah non, c'est bien Maxime Leclerc qui remporte. Il a participé en regardant l'émission des infos ludiques avec Pénélope, l'émission du jeudi. Bravo à lui. Donc on va lui demander, on attend comme à chaque fois Quel un suspense. tout petit moment qu'il découvre son nom parce qu'on a envie qu'il regarde la roue, qu'il stresse devant la roue. C'est ça qui est rigolo. On attend quelques jours et puis on lui demandera son adresse postale pour pouvoir expédier les 3 petites boîtes de Puzzle Legend. Et nous, on arrive à la fin de cette émission, Aline. On vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles émissions sur notre chaîne, de nouvelles présentations de jeux ou des émissions d'information. Et on vous dit à très bientôt. Ciao, bonne semaine.